Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Dégradation de la situation humanitaire dans le Tigré en Éthiopie en raison de la persistance du conflit. Plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à un cessez-le-feu immédiat et exhorte les parties prenantes au conflit à entamer des pourparlers. Les Comores reçoivent l'appui du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, un soutien financier de plus de 13 millions de dollars pour l'élargissement de la couverture électrique. Nouveau record dans la production de maïs en Zambie, 3,6 millions de tonnes au cours de la campagne 2021-2022. Le décryptage à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, la Cour d'appel du Kenya a confirmé ce vendredi l'illégalité du processus de révision constitutionnelle voulu par le chef de l'État Uhuru Kenyatta à un an de l'élection présidentielle. Le projet visait la modification de la Constitution de 2010. Le président voulait créer notamment un poste de Premier ministre, 2 vice-premiers ministres et un chef de l'opposition, et augmenter également le nombre de sièges au Parlement. L'opposition y a vu un moyen pour le président sortant d'effectuer un 3e mandat, ce que lui interdit l'actuelle Constitution. Une nouvelle fois, l'ONU a réitéré ses inquiétudes concernant la situation dans le Tigré en proie à la guerre depuis fin 2020, depuis que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a décidé d'envoyer l'armée fédérale combattre les autorités dissidentes de la région. Sur place, la situation humanitaire est catastrophique. Plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. 400 000 personnes sont-elles déjà confrontées à la famine et à l'insécurité alimentaire. S'ajoutent plusieurs exactions contre les populations. Je vous propose d'écouter le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle au dialogue et à un cessez-le-feu immédiat. Le peuple éthiopien a trop souffert. Les conditions humanitaires sont infernales. Des millions de personnes sont dans le besoin. Les infrastructures ont été détruites. Nous avons entendu des témoignages directs de femmes qui ont été soumises à des violences indescriptibles. Et la propagation du conflit ne fait que plonger des personnes supplémentaires dans cette horreur. Il est temps que les parties prenantes prennent conscience qu'il n'y a pas de solution militaire et qu'il est vital de préserver l'unité et la stabilité de l'Éthiopie dans l'intérêt de toute la sous-région et au-delà. Dans cette perspective, j'appelle premièrement toutes les parties à cesser immédiatement les hostilités. Deuxièmement, l'accès humanitaire doit être garanti sans restriction et les services publics rétablis dans toutes les zones touchées. Troisièmement, les conditions doivent être créées pour permettre le début d'un dialogue politique dirigé par l'Éthiopie afin de trouver une solution à la crise. Un tel dialogue peut contribuer à s'attaquer aux causes sous-jacentes du conflit et garantir que les voies éthiopiennes ouvrent la voie à la paix. Nous continuerons à travailler avec l'Union africaine et les partenaires régionaux et internationaux pour soutenir le peuple éthiopien sur la voie de la paix et de la réconciliation. Il est maintenant temps de mettre un terme à la souffrance et toutes ces étapes sont essentielles pour y arriver. Dans l'actualité également, le report au 20 septembre du verdict du procès de Paul Rusesabagina. Le verdict était attendu ce vendredi 20 août. Le procès de Paul Rusesabagina a été ouvert à Kigali en février. Il comparaissait avec une vingtaine d'autres personnes pour son soutien présumé au groupe rebelle, le Front de Libération Nationale, accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018. Jugé pour 9 chefs d'accusation qu'il conteste, dont celui de terrorisme, l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines, actuel opposant au président Paul Kagame, encourt la prison à vie. Le Parlement européen et la Belgique, dont il est ressortissant, ont exprimé leurs préoccupations quant à l'équité de ce procès. Où en est le Mali un an après le putsch du 18 août 2020, marqué par le départ de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé après plusieurs mois de manifestations populaires. Depuis, le pays a connu un autre coup d'État militaire, consacrant le colonel Assimi Goïta comme président de la transition. C'est un sujet signé Nathalie Mo.
L'an 1 de la prise du pouvoir par les militaires au Mali a sonné. Après la mobilisation du peuple malien pour sauver leur pays de la déliquescence de l'État, acte salué par le chef de la junte Assimi Goïta, il faut désormais amorcer la refondation du Mali, selon le président de la transition. Bien qu'étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous interpelle. Comme l'a dit le poète, tout a à refaire, y compris l'homme, car il s'agit de réussir ce à quoi tout le monde aspire, la refondation de l'État. Sécurité et développement sont les maîtres mots de la refondation souhaitée par le président Assimi Goïta. La transition malienne se projette également vers la réussite de l'organisation d'élections libres et crédibles dans le pays. Il faudrait cependant que la bonne gouvernance devienne une réalité indéfectible au Mali. Notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale. Au Mali, la stabilité politique est précaire et l'insécurité persiste. Le pays a connu 2 coups d'État militaires en 9 mois depuis la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Selon des observateurs maliens, la révolution est inachevée et les attentes des populations en matière de démocratie restent entières. Le continent africain est sur la bonne voie en matière d'électrification. Certains pays ont réussi à tripler ou à doubler en moins d'une décennie l'accessibilité à l'électricité. Le continent amorce en effet une réduction de son déficit énergétique, une première. Cependant, rien n'est encore réglé puisqu'à l'heure actuelle, 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité. Un déficit électrique notamment aux Comores où le gouvernement vient de recevoir le soutien du fonds d'Abu Dhabi pour le développement du secteur. Viviane Bauken. Le gouvernement des Comores poursuit son plan d'électrification nationale. Objectif, étendre l'accès à toute sa population tout en diminuant le coût de l'énergie. C'est donc dans cette perspective que le gouvernement des Comores a inauguré des projets électriques d'une valeur de 13,9 millions de dollars. Le Comore est en tête des pays africains qui ont obtenu une couverture d'électrification sur toute l'étendue du territoire. Ces résultats et cette bonne performance sont principalement dus à un plan énergétique ambitieux qui a aussi obtenu une mobilisation financière de l'ensemble de ses partenaires multilatérales et bilatérales qui ont à date financé à plus de 90% le plan de réforme au travers de la Société nationale de l'électricité. Et il faut noter enfin une très bonne exécution et la qualité des infrastructures qui ont été réalisées à temps par des entreprises comoriennes et étrangères. Les initiatives d'électrification consistent à l'installation de 7 générateurs d'une capacité totale de 12,5 MW. 4 générateurs d'une capacité de 2 MW chacun ont été installés à la station de Mondroni sur l'île principale et les 3 restants d'une capacité de 1,5 MW ont été installés sur l'île d'Anjouan. Le plan de développement énergétique du Comore a été un plan très ambitieux, établi depuis les 27 dernières années et toujours en cours d'actualisation. Ce plan ambitieux a couvert l'ensemble du secteur d'électricité, notamment le plan directeur de production, de transport, de distribution et a intégré le développement des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui à 20% de la production électrique au Comores. Ces initiatives financées par le fonds d'Abu Dhabi pour le développement permettront de fournir de l'électricité à plus de 12 000 foyers. Selon le ministre de l'Économie, de l'Énergie et du Tourisme des Comores, ces infrastructures permettront de porter la fiabilité du service pour tous les abonnés aux normes internationales les plus élevées. En outre, elles contribueront à la réduction du coût de production et de distribution de l'électricité pour la population et les secteurs commerciaux. La production de maïs en Zambie, la filière se porte bien avec notamment ce nouveau record enregistré au niveau de la production, 3,6 millions de tonnes durant la campagne 2021-2022 pour le deuxième producteur de maïs de la région Afrique australe. Les précisions de Mildred Diamou.
Production record du maïs en Zambie. Au cours de la campagne agricole 2021-2022, la récolte de maïs dans ce pays d'Afrique australe s'est chiffrée à 3,6 millions de tonnes, en hausse de 200 000 tonnes comparé aux 3,4 millions de tonnes récoltées durant la campagne 2020-2021. Ces performances représentent le plus important niveau de production de la denrée jamais atteint. La Zambie a la tradition du maïs et de la performance dans le maïs. La Zambie est équipée de centres de recherche pour l'amélioration de la productivité dans le secteur agricole et la Zambie est un pays qui progresse du point de vue de la performance des exploitations agricoles, aussi bien des exploitations privées que des exploitations industrialisées. Et aujourd'hui, qu'ils atteignent ce niveau de production est une chose extrêmement importante pour la Zambie. Mais bien sûr, comme vous le dites si bien, 600 000 tonnes sont prévues pour le marché congolais. Il y a toujours eu ce marché congolais en officiel comme en smuggling, comme ils appellent eux-mêmes, ça veut dire en marché noir, mais le marché congolais est une destination favorite du maïs zambien. La Zambie ne consomme en moyenne que 2,4 millions de tonnes de la céréale et le surplus exportable pourrait atteindre plus d'1 million de tonnes. Grâce à un mémorandum d'entente signé en octobre 2019 avec la République démocratique du Congo, l'industrie zambienne pourrait exporter 600 000 tonnes de la céréale vers ce pays en 2021-2022. Honte à la République démocratique du Congo parce qu'elle a un territoire beaucoup plus grand, c'est le même sol, mais la République démocratique du Congo n'est pas suffisamment organisée pour être en mesure de produire la quantité nécessaire pour pouvoir alimenter ses propres populations. Mais il en sera ainsi tant que la République démocratique du Congo ne pourra pas, en ce moment-là, être en mesure de se prendre en charge parce que la population est quand même de loin plus grande que celle de la Zambie. Il reste que la Zambie a aujourd'hui des capacités de stockage extrêmement importantes qui lui permettront justement le moment venu de ne pas être pressé de vendre son stock. Si jamais il y a des excédents, elle pourra stocker pour être en mesure de relancer sur le marché le moment venu. Et la demande mondiale aujourd'hui en matière de maïs est assez importante, essentiellement pour nourrir le bétail. Pour rappel, la Zambie est le second producteur de maïs d'Afrique australe après l'Afrique du Sud. La céréale fournit près de 60% des besoins en calories de la population du pays. En Zambie, comme dans l'ensemble de l'Afrique australe, le maïs est la principale denrée de base. Les défis de la formation au Gabon, dans un contexte marqué par un chômage de masse, avec des formations qui peinent à répondre aux réalités du marché du travail. L'État s'oriente de plus en plus sa stratégie avec un accent particulier mis sur les contrats d'apprentissage. Joël Balour. En 2021, nous devons faire plus pour notre jeunesse, disait le président gabonais Ali Bongo Ondimba dans son adresse à la nation le 1er janvier 2021. Pour joindre la parole à l'acte, un dispositif d'aide d'accès à l'emploi va être déployé par le gouvernement gabonais. L'opération vise à atteindre l'objectif d'insertion professionnelle de 60 000 jeunes gabonais à raison de 20 000 par an entre 2021 et 2023. Dans le cadre de cet apprentissage, c'est un type de formation qui imbrique directement l'offre pédagogique et les réalités du métier, puisque la formation se fait en alternance. Un temps de formation pratique en entreprise pour permettre vraiment l'acquisition des savoir-faire métiers et un temps de formation théorique dans une école, un centre de formation. À travers ce contrat d'apprentissage, le Gabon compte imposer aux entreprises qui ont plus de 20 salariés de réserver un quota de 5% de leurs effectifs à ses stagiaires et apprentis. L'entreprise a l'obligation de former l'apprenti afin qu'à terme du stage, il puisse bénéficier d'une expérience professionnelle et des acquis devant lui permettre d'intégrer le monde de l'emploi et de réduire au passage le taux de chômage des jeunes estimé à 36%. Le gouvernement a modifié le dispositif d'insertion des jeunes dans une logique d'améliorer l'employabilité des jeunes. Vous voyez, le contrat d'apprentissage donnait aux jeunes l'opportunité d'apprendre et après l'apprentissage, ces jeunes n'avaient pas forcément un emploi et vous connaissez bien les exigences des entreprises. Parfois, ces jeunes allaient dans des entreprises, mais leur formation, qui est une formation calquée dans la pédagogie, ne permettait pas aux entreprises de tirer profit des connaissances de ces jeunes. En rappel, ce nouveau dispositif d'insertion de 60 000 jeunes vient en remplacement du contrat d'apprentissage jeunesse. Ce dernier, mis sur pied en 2016, a bénéficié à plus de 5 480 000 jeunes gabonais avec plus de 1 203 embauchés.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.